VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. Nouvelle vague de mutinerie en Côte d'Ivoire, des tirs à Bouaké, Abidjan et Korogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutins. Le bras de fer qui aura été intense entre ces militaires et le gouvernement s'est conclu sur le paiement des soldes réclamés. Qui sont donc ces mutins? Que voulaient-ils exactement? Pourquoi ont-ils choisi ce mode de contestation? Et puis nous examinerons aussi la réforme de l'armée dans ce pays. L'État ivoirien a-t-il définitivement réglé cette crise? Tant de thèmes que nous abordons tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Retour au calme à Abidjan, Bouaké et d'autres villes secouées cette semaine encore par une nouvelle mutinerie de soldats de l'ex-rébellion qui réclamaient des primes qui leur avaient été promises. Bilan 4 morts et 9 blessés. Abdourahmane Dia revient sur les événements de cette semaine. Bouaké, Abidjan, Korogo, 3 villes encore sous tension cette semaine. Des soldats mécontents tirant en l'air et bloquant les accès des principaux axes routiers. Une nouvelle mutinerie liée au paiement des primes. Cette fois, tout est parti de l'annonce d'un accord selon laquelle les ex-rebelles intégrés dans l'armée auraient renoncé au restant des primes qui leur étaient dues. On ne le reconnaît pas, nous sommes fermes. Notre décision est celle que connaît tout le monde. Les 7 millions sont virés, on lève notre dispositif, on retourne en caserne. Le gouvernement, après avoir prôné la fermeté face aux mutins, appelle finalement à l'apaisement. De nouvelles négociations ont été lancées, même si aucun chiffre n'est rendu public. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Un appel entendu, les mutins sont retournés dans leurs casernes. Depuis mardi, Abidjan retrouve progressivement son visage habituel, mais la capitale économique a souffert pendant quelques jours de cette nouvelle mutinerie. Les caisses de l'État aussi. Le gouvernement a dû une fois encore mettre la main à la poche pour éponger l'ardoise des primes. Avec nous en direct d'Abidjan, nous ferons le point aussi avec monsieur le ministre Alain Richard Donaoui, ministre de la Défense, notre correspondante Narita Namasté, et toujours en Côte d'Ivoire, mais à Bouaké. Nous serons en ligne avec le sergent Cissé Fousseni, porte-parole du mouvement des mutins, mais aussi avec Alassane Sagodogo, sociologue à l'université de Korogo. Et enfin, en plateau avec nous, Dani Bani, président du Parti des progressistes, ici à Washington. On va tout de suite prendre la direction de la Côte d'Ivoire avec vous, monsieur le ministre. Vous êtes ministre de la Défense. Alors, vous vous êtes réjoui de l'accord en déclarant que le gouvernement sort plutôt grandi de cette affaire. L'objectif ici est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste stable. Vous avez parlé de modalités. Quel a été le procédé? Quelles sont ces modalités exactement pour cette issue de crise? J'ai bien dit que je ne rentrerai pas dans le détail des modalités. Ça, ce sont les choses qui ont été réglées entre les belligérants et le gouvernement. Maintenant, ce qui est important à dire, c'est que cette crise est passée, qu'un accord a été trouvé qui a permis au pays de retrouver sa quiétude et sa stabilité. Et notre objectif est que cela continue ainsi, et que notre armée puisse enfin devenir une armée dont nos populations seront fières et qui sera au service de cette nation. Qu'est-ce qu'on peut répondre à certains observateurs qui trouvent que les mutins vous ont forcé la main, au gouvernement et que du coup cette relation entre le gouvernement, enfin l'état-major et ses soldats est peut-être une relation qui ne va pas être très saine? Non, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est un problème qui a été récurrent, qui découle de 10 années de crise. Je crois qu'on oublie un peu les années que la Côte d'Ivoire a traversées.
de crise, et ensuite de crise post-électorale. Nous sommes dans une sortie de crise et il est évident que sortir de crise et régler tous les problèmes en 5 ans, ce n'est pas facile. Hein. Donc je ne pense pas que les relations entre l'état-major et les soldats les relations se trouveront entachées de quoi que ce soit. Au contraire, je pense que nous allons continuer à travailler pour que ce nouvel état-major-là soit prêt et proche de ces soldats et puis puisse aider donc à la reconstruction de cette armée. Alors, surtout à sa cohésion, c'est ce qui est le plus important. Alors justement, reconstruire ce rapport entre l'état-major et ces hommes, quelle garantie est-ce que vous avez aujourd'hui que ces événements ne surviendront pas une nouvelle fois et ne perturberont pas le quotidien des Ivoiriens? Est-ce que vos concitoyens qui ont suivi ces événements ces derniers jours, quelle garantie, comment pouvez-vous les rassurer? Eh bien, nous avons essayé de mettre en place des systèmes qui nous permettront d'être proches de nos soldats, de manière à ce que la chaîne de commandement et surtout la chaîne de discussion et d'information ne soit pas rompue. Je crois que si nous en sommes arrivés là, c'est qu'à un moment donné, la chaîne non seulement de commandement, mais surtout la chaîne de discussion au sein des armées a été rompue, ce qui a amené les soldats à revendiquer d'une façon aussi, je dirais, condamnable, mais à revendiquer de cette façon. Donc nous faisons en sorte, avec une loi de programmation militaire qui a prévu quand même un certain nombre d'améliorations pour permettre à cette armée d'être une armée viable, donc en mettant en œuvre toutes ces actions-là qui sont prévues dans la loi de programmation militaire, nous pensons pouvoir arriver à faire de cette armée-là vraiment une armée dans laquelle on peut avoir confiance. Alors, une armée dans laquelle vous pouvez avoir confiance, il va falloir des moyens financiers. On sait déjà que des premiers versements ont été effectués. Comment est-ce que l'État ivoirien va faire pour payer toutes ces primes qui sont dues d'où va venir l'argent? Parce qu'on sait que le contexte économique est un petit peu difficile en ce moment. Le gouvernement fera les efforts qu'il faut, pas seulement pour ce cas-là. Je veux dire, la question de primes soulevée par les mutins était une question, bien sûr, centrale, mais il n'y avait pas que ça. Je crois que l'engagement du gouvernement à modifier, à améliorer, je dirais, le cadre de vie et de travail des soldats va nous amener à beaucoup plus de stabilité. Ensuite, des moyens conséquents seront mis au niveau des équipements. Vous savez, nous sommes sortis de la crise post-électorale avec une capacité opérationnelle de l'armée qui était très basse. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les fonds. Vous nous informez que le gouvernement ivoirien a bien les fonds pour, en tout cas, régler du moins ces primes-là. Je crois que si le gouvernement s'est engagé à le faire, c'est que le gouvernement se donnera les moyens, de faire le nécessaire pour que la quiétude demeure. Parce que le plus important pour nous, si nous voulons atteindre cette émergence en 2020, c'est que nous puissions le faire dans un pays qui est stable, un pays qui est calme. Donc c'est ça l'essentiel. Effectivement. C'est ce que le gouvernement a l'intention de faire. Et nous ferons tout qui est en nos capacités pour permettre à ce pays-là de demeurer stable. C'est ce qui est le plus important et nous ferons les sacrifices nécessaires pour que ce pays-là demeure stable. Alors, Narita Namasté, on fait le point avec vous après cette semaine de tension. Alors, quelle est l'ambiance maintenant à Abidjan, à Bouaké ou encore à Korogo? Est-ce que vous avez eu des échos? Oui, justement, Tatiana, ce qu'il faut retenir après ces 4 jours de mutinerie, le contingent 8400 issus de l'ex-rébellion a pu bien faire plier l'État de Côte d'Ivoire dans sa décision de fermeté, une carte de fermeté qui avait été qualifiée de chantage par ces mutins. Des militaires mutins que nous avons interrogés nous ont confirmé que l'État ivoirien a débuté le paiement du reliquat de primes promis en janvier dernier. Et mardi, les Ivoiriens étaient encore méfiants, ils n'étaient pas sortis de chez eux. Abidjan n'avait pas encore repris son rythme normal. Mais depuis mercredi, la vie a normalement repris dans la capitale économique.
mais aussi dans les principales villes de Côte d'Ivoire. Le bilan s'est alourdi selon ce que le ministre, le porte-parole du gouvernement nous a dit. Nous sommes passés à 4 morts et 9 blessés. Et le porte-parole du gouvernement a aussi dit dans ses propos que le président Alassane Ouattara est uséré par cette mutinerie. Abidjan a repris ses couleurs avec ses nombreux embouteillages. Les maquis et restaurants sont à nouveau fréquentés. Les enquêtes ont été ouvertes, selon le ministre de la Défense, pour situer les responsabilités, parce qu'il y a eu mort d'hommes et des caches d'armes découvertes. Et les résultats de ces enquêtes sont très attendus par les Ivoiriens, mais surtout par la société civile. La preuve, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a même quitté Abidjan ce matin pour l'Arabie Saoudite, où il participera à la 4e section extraordinaire du sommet islamique arabo-américain. Voilà, Tatana, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que Abidjan a bel et bien repris ses couleurs. Merci beaucoup, Narita Namasté. Alors, sergent Cissé Fousseni, vous êtes à Bouaké. Dans les premiers jours, les mutins ont préféré rester discrets sur le contenu précis de l'accord. Le ministre l'a encore confirmé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Cela devait être, comment dire, en janvier, il y a eu un premier versement. Est-ce que vous confirmez que hier, vous avez bel et bien perçu déjà un autre versement? Madame, je suis à Bouaké. Bon, si le gouvernement a pris un engagement pour dire qu'ils vont payer le cas des primes, c'est qu'ils vont le faire. On a confiance en eux. Mais on nous a donné des informations nous disant qu'il y avait déjà des gens qui avaient déjà commencé à percevoir des sommes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Bon, moi, je n'ai pas encore reçu pour moi pour le moment. D'accord. On va revenir un petit peu sur les événements de ces derniers jours. Est-ce que pour vous, c'était la seule solution pour vous faire entendre, une solution quand même assez dure et qui a replongé les Ivoiriens dans de mauvais souvenirs de ces dernières années? Est-ce que c'était la seule solution? Bon, c'était pas notre souhait, mais c'était la seule manière. Pourquoi? C'était la seule manière de réclamer notre prime. Et au-delà de la prime, est-ce que il y avait des choses? Qu'est-ce qu'il y avait au-delà de cette prime? Est-ce qu'il y avait des conditions matérielles? Est-ce qu'il y avait d'autres choses en plus? Non, il n'y avait rien. Seulement, on réclamait notre prime seulement. C'est ça seulement qui était la cause. Sinon, on n'avait rien d'autre en tête. Puisqu'on attendait des rumeurs qu'on veut faire un coup d'État, ce n'était pas un coup d'État. Au fait, c'était pour réclamer notre prime. Et qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, dire à vos concitoyens, aux autres Ivoiriens qui ont eu peur pendant cette semaine, qui ont vu quand même des armes en pleine rue, des civils qui ont été molestés pour certains, d'après certains témoignages? Que pouvez-vous dire à vos concitoyens ivoiriens? Bon, nous présentons nos excuses à toute la population de la Côte d'Ivoire, que n'ont pas vraiment beaucoup nous excuser. Ce n'était pas notre souhait. Si on est arrivé là, mais je pense que c'est la dernière fois que ça va plus se respecter en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Dani Bani, vous avez entendu le ministre dire que le gouvernement va mettre tous les moyens pour pouvoir résoudre, du moins, au moins financièrement, cette crise. Comment est-ce que vous avez perçu ces événements depuis le début de la semaine? Merci bien. Je voudrais quand même répondre ici ce que monsieur le ministre a dit. Les Ivoiriens auraient souhaité, et le ministre en précisant qu'ils ont payé les mutins, on aurait voulu savoir quelles sont les mesures qui ont été prises pour que cela ne se répète pas. Bon, il nous a dit que ça ne va plus se répéter, que le problème est réglé, mais nous avons vu ça en janvier et nous sommes aujourd'hui à la 3e mutinerie. Alors, si vous le permettez, on va permettre à monsieur le ministre de répondre. Alain Richard Donahi, justement, quelles sont les mesures aujourd'hui que le gouvernement a prises en place pour que ça ne se reproduise pas? Eh bien, au niveau des préoccupations des mutins, il n'y avait pas que les primes, il y avait bien sûr les conditions de vie et de travail. Je pense que c'est de cette façon-là que nous allons permettre à cette armée d'être une armée stable.
hein, beaucoup de destruction, beaucoup de manque de moyens ont pu être exprimés depuis la crise, depuis la sortie de crise. Je pense que la mise en place donc, de la loi de programmation qui a donc revu cette loi-là avant d'être proposée, a fait l'état des lieux de notre armée, de nos armées. Donc nous avons pris des mesures qui étaient prévues donc sur 4 ans, jusqu'à 2020. Nous allons accélérer ces mesures-là, permettre aux soldats de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir la formation qu'il faut, d'avoir surtout la formation, je dirais, du code de la fonction militaire, d'avoir cette formation-là de manière à ce qu'elle puisse se comporter comme la population le demande. Bien sûr, nous devons nous baser sur la bonne foi des uns et des autres, mais nous prenons des mesures que je ne dévoilerai pas entièrement, mais pour que cela ne se reproduise plus. Je pense que ces jeunes soldats ont été, entre guillemets, de bonne foi, je dirais, même si on peut trouver que la façon de s'exprimer de cette façon-là est répréhensible. Et cela a été dit. Le président de la République a bien parlé de son mécontentement. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Et cette fois-ci, toutes les mesures sont prises pour que vraiment cela ne se répète plus. Et nous espérons vraiment que cela ne se répétera plus. Merci beaucoup. On va déjà marquer une courte pause. Restez avec nous pour la suite de Washington Forum. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum, un premier versement a donc été réalisé par le gouvernement, mais est-ce à dire que tous les maux de cette fièvre ont été soignés? Où en est la réforme de l'armée ivoirienne pour prévenir à l'avenir de tels événements? C'est ce que nous allons aborder dans cette deuxième partie. Mais avant, quelles sont les solutions? Voici des réactions d'Ivoiriens. Un peu surpris parce que je pense que quand il y a une situation, il faut toujours dialoguer. Même si c'est des crises à répétition concernant surtout les militaires. Mais je pense que rester sur une position tranchée, ça ne règle rien. Il ne sert à rien de se fâcher, de tirer par-ci par-là. En le faisant, c'est bon. C'est de leur droit. Mais pour des gens, pour les profanes qui ne savent pas ce que c'est, ils peuvent soit prendre une balle dans la tête. Pour autant, je crois qu'il ne serait rien d'aller au coup de poing, d'aller au tir des calaques. Nous, on ne veut plus ça dans ce pays-là. Armes, c'est la population qui paye pour vous. Vous n'êtes pas levé de vous-même, vous êtes des militaires. Vous êtes des militaires, c'est pour nous surveiller, c'est pour garantir nos droits élémentaires, l'aller et venir. Pourquoi vous barrez la route, ne pas que nous pas à l'école? Ça fait 17 ans que nous sommes dans cette crise. Depuis la mort d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a plus retrouvé la paix jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Alors vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook comme toutes les semaines sur VOA Afrique. Et nous avons Idé Moumouni Daouda au Niger qui nous dit « Les mutins ont joué un rôle important dans l'accession de Ouattara au pouvoir. Les mutineries déclenchées dans plusieurs casernes à travers le pays sont signe de malaise profond au sein du pouvoir d'Abidjan. Pour ce faire, le régime doit écouter les mutins pour éviter un lendemain incertain à la Côte d'Ivoire. » Iliassou Moussandé au Cameroun qui nous dit « Est-ce que le fond du problème est vraiment l'argent non payé ?» Et Pascal Duel Bachombana en RDC qui dit « Cette situation doit donner une leçon à d'autres États africains prenant à la légère la vie des militaires. Pourtant, ce sont eux qui assurent la défense nationale, une attribution pas comme les autres. » Et puis Hassan Omar Boulalé Gache
qui nous dit la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins entre un pays stable tourné vers l'émergence consciente aux intérêts de la nation pour éviter le retour du cauchemar de la guerre civile et des morts inutiles. Alors, nous allons prendre la direction de Bouaké avec notre autre invité, Alassane Sagodogo. Vous êtes sociologue, je le disais en première partie. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle mutinerie? Quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de ces événements qui ont quand même été des événements graves, puisque le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est dit ulcéré. Comment est-ce que vous avez perçu ces événements? Monsieur Sagodogo? Il faut dire que pour comprendre cette crise-là, ou ces différentes mutineries qui ont eu lieu, il faut d'abord comprendre les raisons qui ont motivé ces jeunes gens-là à, je dirais, faire partie de l'ex-rébellion. Il y a eu des promesses. À côté de ces promesses, il y a ce que nous avons appelé les répertoires de la mobilisation. Voici des jeunes gens qui ont attendu près d'une dizaine d'années avant d'être définitivement récompensés par ceux qui les avaient recrutés quelques années auparavant. Et moi, je pense bien que lorsque nous avons affaire à des militaires, à des soldats, il faut faire les choses avec beaucoup de tact. La seule manière pour eux de revendiquer, c'est la mutinerie. Et nous avons connu à Bouaké, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, une mutinerie violente, où même des populations ont été tabassées. C'est vraiment déplorable, mais le plus important, c'est de comprendre que nous devons tous concourir à la stabilité du pays. Ces jeunes gens, devons-nous les blâmer? Peut-être oui, peut-être pas forcément, parce que parmi eux, il y en a qui aujourd'hui ne vivent plus. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont pour la plupart frustrés, ils sont récompensés. Et je pense que c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Nous devons sérieusement aujourd'hui envisager de mettre sur pied un cadre concret d'échange avec ces jeunes gens-là pour comprendre le fond du mal. Alors justement, Monsieur Sagodogo, Monsieur Sagodogo, justement, est-ce que pour vous, il y avait plus qu'un problème de primes non payées? Oui. Est-ce que pour vous, il y avait plus qu'un problème de primes non payées? Est-ce que c'était au-delà? On sait que la Côte d'Ivoire traverse une crise sociale. Non, au-delà d'un problème de primes. Ça va forcément au-delà. Comme je le dis, il faut comprendre les raisons pour lesquelles ces jeunes gens-là ont décidé de faire partie de l'ex-rébellion. En fait, voici le problème. Parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans un environnement qui est difficile à vivre. Dieu merci, nous avons tous écouté le ministre à la télévision, le ministre d'Envoyé d'ailleurs, que je salue au passage, pour avoir essayé de mettre sur pied ou d'envisager des décrets qui vont permettre à ces jeunes gens-là, comme tous les militaires d'ailleurs de Côte d'Ivoire, d'avoir, je dirais, un minimum vital, mais également un minimum par rapport à leurs conditions de vie. Alors, je pense que c'est des choses qui n'arrivent pas en retard, mais qui vont nous permettre de capitaliser beaucoup de choses pour entrevoir un avenir meilleur pour ce pays-là. Alors justement, Dani Bani, le ministre a parlé tout à l'heure de formation. Est-ce qu'on n'arrive pas un peu tard, 10 ans après, pour commencer à se préoccuper de la formation de ces jeunes? Moi, je... Pas forcément. Attendez, Monsieur Sagodogo, je vais d'abord donner la parole à Dani Bani. Écoutez, cette histoire a commencé depuis janvier et aujourd'hui nous sommes à la 3e mutinerie. Même avec les primes payées, nous aurons toujours des problèmes. Pour moi, la crise ivoirienne en 2017 est la conséquence de la déconnexion entre le gouvernement et le peuple. Tant qu'il n'y a pas cette connexion, tant qu'il n'y a pas la confiance, tant qu'il n'y a pas cette coordination entre le gouvernement et le peuple qu'il dirige, nous allons aller de problème en problème. Mais là, on parlait des militaires. Pour vous, vous étendez ça à tout le peuple ivoirien? Même les militaires, on va les former. Les rebelles seront formés, ils seront payés avec tout ce qu'on leur doit. Il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas associé à la gestion du pays. Et pour entrer plus dans les détails, il y a des problèmes de tribalisme, il y a la corruption, il y a l'insécurité. Et si l'occasion m'est donnée, je vais faire des propositions concrètes, des propositions à court terme et des propositions à long terme. Monsieur Sagodogo, est-ce que vous êtes d'accord que tout cela s'inscrit dans une crise sociale? On sait que les fonctionnaires étaient en grève au mois de janvier-février. Est-ce que pour vous, c'est plus large, au-delà de l'armée?
Bien sûr, c'est une crise qui s'étend à tous les corps au niveau de Côte d'Ivoire, aux fonctionnaires, tout cela. Je pense bien que le président de la République avait demandé une trêve sociale pour le mois de juillet et les différents syndicats que nous avons écoutés le 1er mai ont décidé de ne pas y participer. Ils souhaiteraient avoir des gages. Donc ce problème, il est vraiment crucial. Il faudrait que des acteurs clés, y compris d'ailleurs ces éminents sociologues que nous avons dans nos universités, soient appelés, soient associés à ces camps d'échange-là pour pouvoir comprendre le mal ivoirien, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date depuis des dizaines d'années. Je pense que, comme vient de dire Monsieur Dani Bani, c'est des problèmes qu'il faut résoudre non seulement à moyen, mais également à long terme. Parce qu'il s'agit également de la vie de nombreuses générations de jeunes Ivoiriens qui attendent encore afin d'avoir un avenir meilleur. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'armée nationale. À quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui? Qui la compose? Qui est dans l'armée aujourd'hui? Pardon? À quoi ressemble l'armée ivoirienne aujourd'hui? On parle de réforme. Alors à quoi pourrait ressembler la réforme et de qui se compose l'armée ivoirienne aujourd'hui? Il faut dire d'abord que déjà le fait que ces jeunes gens-là ne soient pas passés par, je dirais, leur chaîne de commandement pour manifester, il faut dire qu'il y a une rupture de confiance entre ces jeunes-là et l'armée. Je pense que même au niveau de l'armée, que j'ai dit tantôt que nous appelions la Grande Muette, il est important aujourd'hui de faire un mea culpa et de regrouper les acteurs clés pour une sortie de crise définitive. Parce que ce problème-là, il ne se limite pas seulement à ces jeunes gens, non, mais à toute l'armée de Côte d'Ivoire en général. Est-ce que vous diriez que l'armée ivoirienne est encore divisée aujourd'hui? Est-ce que l'armée ivoirienne est encore divisée aujourd'hui? Est-ce que ses composantes sont est-ce qu'elle est composée de telle sorte que les éléments ne puissent pas s'entendre tous entre eux ou ne soient pas tous logés à la même enseigne? Est-ce que c'est ça que vous dites? Bien, ce que je voulais dire, il faut dire que le problème d'abord, c'est d'abord un problème de communication et puis ensuite une rupture de confiance. Ce qui signifie d'emblée que les perspectives sont bonnes. Mais j'insiste encore là-dessus, il faut un cadre d'échange concret avec les véritables acteurs au niveau de l'armée, pour que nous puissions aboutir à des stratégies qui pourront nous permettre à long terme de pouvoir régler tous ces problèmes-là. Alors, Monsieur David Bani, on parlait tout à l'heure d'un problème de confiance. Il a soulevé, le ministre essayait un petit peu de relativiser et de dire qu'il faut de la bonne foi à la fois entre les mutins et les belligérants et le gouvernement. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que citoyen ivoirien, vous avez confiance en ces actions que le gouvernement a posées pour essayer d'éteindre cet incendie ? Oui, moi je demeure perplexe parce que le ministre il n'est vraiment pas entré dans les détails pour nous donner satisfaction aux questions que nous avons, beaucoup de questions que nous nous posons. À savoir, il dit que bon, tout est réglé, ça ne va plus se répéter, mais quelles sont les mesures qui ont été prises, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas se répéter, on ne le sait pas. Et nous savons aussi que d'après les journaux internationaux, par exemple Le Monde, Libération, on nous apprend que le gouvernement ivoirien n'a pas les moyens pour payer ses fonctionnaires. Le gouvernement n'a pas les moyens pour payer ses fournisseurs. En tout cas, le ministre a dit qu'ils vont trouver les moyens pour. Voilà, vous lui avez posé la question, d'où viendra l'argent? Est-ce qu'il y a l'argent pour payer ça? Je l'ai dit, oui, le gouvernement va le faire. Bon. En tout cas, vous savez, pour conclure, les Américains disent que pour régler un problème politique, il faut dire la vérité au peuple. Et jusqu'alors, le gouvernement n'a pas encore commencé à dire la vérité au peuple, malheureusement. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Amphani TV à Niamey qui diffuse Washington Forum pour le Niger. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.